Il s'agit donc de comprendre les conséquences sur la technique de cette nouvelle conception de la science dont on a vu qu'elle contenait à l'intérieur d'elle-même à la fois la nécessité et la contingence. Et grâce à cette alliance de nécessité et de contingence, l'homme en effet sera capable d'agir dans les processus naturels. Car là où il y a contingence, il y a action possible de l'homme. Mais en même temps, parce que cette contingence est toujours dans un rapport nécessaire, l'homme sera alors capable de calculer très exactement l'effet de son action. Prenons un exemple tout simple, l'avion. Un avion, avec la gravité, devrait toujours être cloué au sol. En réalité, parce qu'il est possible de calculer très exactement la force de la gravité, il est alors possible de concevoir une force exactement opposée, la portance, et ainsi la somme de la portance et de la gravité s'avérera nulle, ce qui permettra à l'avion de rester en l'air. Cette portance est obtenue par la troisième loi de Newton, par exemple, dans les avions à réaction, grâce à la forme de l'aile bombée. En étant bombée sur le dessus, il y a une forme de dépression qui se crée au-dessus de l'aile. Cette dépression va attirer l'avion vers le haut. Et en même temps, il y a une surpression qui se fait sur le bas de l'aile qui va maintenir l'avion en l'air. L'avion est ainsi suspendu en l'air et il s'agit de calculer cette portance pour qu'elle soit au moins égale, si ce n'est supérieure, si on veut monter, au moins égale ou supérieure à la gravité. Et ainsi, il est possible de faire à un corps, l'avion, ce qu'il ne pourrait pas faire naturellement, à savoir se déplacer en l'air. Cet exemple montre comment l'homme est capable ainsi de détourner les processus naturels à son propre usage, à sa propre utilité. Et c'est ce que Descartes décrit très bien dans un texte extrêmement célèbre du Discours de la méthode, dans la 6e partie. Mais sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent. J'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés, sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres et des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans peine aucune des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes, du corps, que, s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit les rechercher. Reprenons pas à pas ce texte pour comprendre les idées que Descartes veut nous transmettre. Il commence par dire qu'il découvre cette nouvelle physique mathématisée et qui prend la forme de lois. Or, cette nouvelle physique conduit à deux choses très importantes. La première, elle est très différente de ce qui se faisait auparavant. Il faudra se demander en quoi elle est différente. La deuxième, c'est qu'elle apporte de nouvelles connaissances, qu'elle permet de très grands progrès. Mais ce n'est pas sur ce point que Descartes insiste. Il dit surtout que l'apprentissage de cette nouvelle physique apporte une responsabilité aux scientifiques. Parce qu'il est du devoir de tout homme d'apporter le plus grand bien à tous, de prendre sa part au bien général. Et c'est la question fondamentale qu'il faudra nous poser. Quel est ce bien général qu'apporte la science à l'humanité au point que cela donne une immense responsabilité aux scientifiques? Si on y regarde bien, c'est à cette question que cherche à répondre le texte, mais cette question, il y répondra tout à la fin. D'abord, il constate donc que pour lui, cette nouvelle science est utile à la vie. Ça veut dire qu'elle est un moyen efficace. La science n'est plus voulue uniquement pour elle-même, elle est voulue parce qu'elle apporte un bien à la vie. C'est là la grande différence avec la science précédente. En effet, la science précédente était, nous dit Descartes, spéculative, c'est-à-dire qu'elle cherchait la compréhension de l'univers, une forme de contemplation, juste pour le plaisir de connaître. Mais cette science, d'aucune façon, n'intervenait dans la vie concrète des individus. Au contraire, pour Descartes, cette nouvelle science
c'est une science qui est pratique. Il dit même qu'elle va prendre la place des artisans, qu'elle va remplacer les métiers que nous connaissions jusque-là. C'est ça la naissance de la technique. La technique, c'est le remplacement de l'artisanat par une conception scientifique de l'agir humain. Elle est pratique parce qu'elle transforme nos actions et nos actions sur le monde. Comment transforme-t-elle nos actions sur le monde? Descartes nous dit que grâce à la connaissance des forces de la nature, nous serons capables d'en user, d'en faire un usage à notre faveur. Et il montre ainsi que l'homme devient, c'est la citation essentielle du texte qu'il faut apprendre par cœur et bien comprendre, l'homme devient comme maître et possesseur de la nature. Ici, Descartes définit un nouveau rapport à la nature. En effet, jusqu'à présent, dans la cosmologie antique, nous avions vu que pour les Grecs, il s'agissait de trouver sa place dans la nature, son ajustement à cette nature. Ici, au contraire, l'homme, grâce à sa connaissance, passe dans les coulisses de la nature. Il est capable d'en connaître les règles, ou autrement dit, le projet divin qui a été posé sur cette nature. Et en comprenant ces règles, il est capable de faire en sorte que la nature soit à son usage. Il en devient comme le maître qui lui donne des ordres. Il en devient comme le possesseur qui fait ce qu'il souhaite. Usage, maîtrise, possession. Autrement dit, l'homme est dans un rapport de domination avec la nature. Il n'est pas une partie parmi d'autres de cette nature. La nature est à son service. Ça, c'est vraiment une position nouvelle qui va définir ce que c'est que l'humanisme classique. L'homme n'est plus une partie de la nature, l'homme est celui qui met la nature à son service. Alors il faut comprendre quel service, enfin, la nature rend à l'homme. Ce service, il se fait à travers trois biens qui ne sont pas du tout anodins. Le premier bien apporté grâce à la science qui transforme la nature, comme nous l'avons vu avec l'exemple de l'avion, c'est la jouissance des biens de la terre sans effort. Autrement dit, la technique est un remède au travail. Le travail, ce n'est pas rien. L'étymologie du mot travail veut dire tripalium, un instrument de torture. Autrement dit, dans le travail, il y a toujours une dimension de souffrance. Et la technique apporterait la solution pour ne plus avoir à souffrir dans le travail et pour pouvoir bénéficier des biens et des commodités de la terre sans cette souffrance. C'est une évolution extrêmement importante. Jusqu'à présent, la vie était synonyme de souffrance. Eh bien, avec la technique, nous allons pouvoir ne plus subir cela. Nous ne les subirons d'ailleurs d'autant moins que grâce à cette science qui permet la transformation, nous sommes capables de faire des progrès faramineux en médecine. Et la médecine du corps est d'autant plus importante, elle aussi, on voit la mise en abîme, mise en place par Descartes, que cette santé obtenue grâce à la médecine permet de libérer l'esprit qui va pouvoir se développer et donc développer encore plus de science et se développer gratuitement. En effet, qui peut dire qu'il arrive à se concentrer correctement lorsqu'il est pris d'une énorme migraine ou d'une rage de dents? Qui peut donc dire que les progrès de la médecine n'auraient pas une influence sur les progrès de l'esprit humain? Ainsi, la nouvelle conception de la science, à travers cette notion de loi qui permet d'intervenir dans les processus de la nature de manière très exacte, devient pratique, utile à la vie, parce qu'elle apporte la commodité sans souffrance, la santé et le développement de l'esprit. On comprend bien la responsabilité alors du scientifique. Ce serait un grave péché, c'est-à-dire un grave défaut, une grave faute, que de ne pas transmettre au reste de l'humanité ce bien général qu'est la science, qui est la source de tous les autres biens pratiques en tant qu'il permet de transformer la nature. On le voit bien, la nouvelle conception de la science, pour Descartes, change totalement le rapport de l'homme à la nature. Alors qu'il n'en était qu'une partie et qui devait trouver sa juste place, l'homme devient comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire que la nature devient au service de l'homme. Et la nature, grâce à la technique, rend des biens extrêmement importants pour l'homme. Ici, le rapport que l'homme établit avec la nature, un certain rapport d'usage et de domination, est une conception classique de l'humanisme qui diffère de ce qu'il pouvait y avoir auparavant, que ce soit au Moyen-Âge ou que ce soit dans l'Antiquité. La science change notre rapport à la technique. La science change profondément la manière de concevoir notre existence.